Il a construit un hôtel pour tuer. Pas métaphoriquement. Pas en négligeant la sécurité, pas en fermant les yeux sur un danger. Non, il a pris un crayon, du papier, et il a dessiné un bâtiment dont le seul et unique but était de faire disparaître des êtres humains. Chambre après chambre, couloir après couloir, trappe après trappe. Et pendant que Chicago célébrait le génie de l'humanité lors de l'exposition universelle de 1893, lui souriait à ses clients à la réception. Il leur serrait la main, il portait leurs valises, il leur souhaitait une bonne nuit en refermant doucement la porte derrière lui. Et ensuite, il n'existait plus. Combien sont morts là-dedans? 9? 50? 200? Personne ne le sait vraiment. Et c'est peut-être ça, le détail le plus glaçant de toute cette histoire. Pas le four crématoire, pas les chambres à gaz, le fait que personne ne sait combien il y en avait. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre ce qu'était Chicago en 1893. Une métropole en pleine ébullition, qui poussait vers le ciel comme une plante folle, qui se construisait sur ses propres ruines, qui attirait des milliers de gens chaque semaine depuis toute l'Amérique, depuis l'Europe, depuis partout où des gens avaient une valise et un espoir. L'incendie de 1871 avait ravagé le centre, mais au lieu de plier, Chicago avait reconstruit plus vite, plus haut, plus fort. Et au milieu de cette frénésie, il y avait l'exposition universelle. 27 millions de visiteurs sur 6 mois. Des pavillons blancs immaculés sur les rives du lac Michigan, si lumineux qu'on les appelait la Cité Blanche. L'invention de la grande roue. Le premier distributeur de chewing-gum. Des expositions sur l'électricité, sur la médecine, sur l'architecture. L'Amérique montrait au monde entier quelle était la civilisation du futur. La ville était bondée comme jamais. Des milliers d'étrangers arrivaient chaque jour, cherchaient un logement, ne connaissaient en personne, n'avaient aucune famille pour signaler leur disparition s'il leur arrivait quelque chose. Des jeunes femmes surtout, secrétaires, ouvrières, femmes au foyer en quête d'un nouveau départ, qui avaient hâte de quitter leur ville natale pour voir cette grande exposition dont tout le monde parlait. Des gens seuls, vulnérables, invisibles dans la foule. C'est dans cette ville-là, dans ce moment-là, qu'Herman Webster Mudgett a choisi de s'installer. Pas sous ce nom, bien sûr. Pour tout le monde, il était le docteur Henry Howard Holmes, médecin diplômé de l'Université du Michigan, homme charmant, cultivé, aux yeux d'un bleu remarquable. Un sourire qui mettait à l'aise immédiatement. Ses contemporains le décrivaient presque tous de la même façon. Il avait quelque chose, une présence, un magnétisme. Les femmes lui faisaient-ils confiance sans raison particulière, juste parce qu'il savait exactement quoi dire, exactement quand le dire. Il voyait ce que tu cherchais, il te le donnait. Et une fois qu'il te l'avait donné, tu ne pouvais plus t'en passer. Et lui le savait parfaitement. Il avait loué un terrain à l'angle de la 63e rue et de Wallace Street, dans le quartier d'Englewood, à 2 pas de l'exposition. Un emplacement parfait pour un hôtel. Et il avait commencé à construire. Ce qui est troublant, c'est que dès le début, les ouvriers remarquaient des choses étranges. Des plans qui changèrent sans cesse, des pièces dont personne ne comprenait la fonction. Des entrepreneurs renvoyés avant d'avoir terminé leur travail, remplacés par d'autres, qui seraient eux aussi renvoyés avant de comprendre ce qu'ils construisaient. Holmes payait rarement. Il contestait chaque facture, ergotait sur chaque poste de dépense. Résultat, à chaque nouveau lot d'ouvriers, il était le seul à connaître le plan d'ensemble, le seul à savoir à quoi ressemblait réellement ce bâtiment. Si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi et laisse un like, ça m'aide vraiment. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé. Quand le bâtiment a été achevé, de l'extérieur, ça ressemblait à n'importe quel hôtel commercial de l'époque. 3 étages en briques, une façade correcte, une pharmacie au rez-de-chaussée que Holmes exploitait lui-même. Rien pour attirer l'attention. Rien qui aurait pu faire penser à quelqu'un passant dans la rue que ce bâtiment était, en réalité, une machine à tuer. À l'intérieur, c'était autre chose. Les premières personnes à ressentir que quelque chose clochait ne pouvaient pas vraiment expliquer pourquoi. Il y avait une sensation, un malaise diffus, quelque chose dans la façon dont il regardait les gens, juste un instant de trop, une fraction de seconde pendant laquelle ses yeux bleus devenaient un calculateur. Julia Smythe, une jeune femme qui travaillait pour lui dans sa pharmacie, avait confié à une amie. Il y a des moments où il me regarde et je ne sais pas ce qu'il voit. Pas moi, en tout cas. Elle avait dit ça en riant, comme si c'était une bizarrerie amusante. Quelques mois plus tard, elle avait disparu. Avec sa fille Pearl.
Holmes avait expliqué à tout le monde qu'elles étaient serrées à des parties s'installer ailleurs pour une nouvelle vie, que c'était leur choix, qu'il leur avait même souhaité bonne chance. Il avait dit ça avec son sourire tranquille. Personne n'avait vérifié. Parce que c'est ça, le premier mécanisme de Holmes. Il choisissait ses victimes avec soin, des personnes dont la disparition ne ferait pas trop de bruit. Des femmes seules, des voyageurs de passage, des employés sans famille proches à Chicago. Il les intégrait dans son monde progressivement, les rendait dépendants de lui financièrement et affectivement. Puis il refermait le piège. Dès que les premiers clients ont séjourné pendant l'exposition, certains témoignages allaient dans le même sens. Des bruits la nuit, des sons difficiles à identifier, des craquements dans les murs, une odeur par moment dans certains couloirs que personne n'arrivait vraiment à nommer. Pas exactement une odeur de gaz, pas exactement une odeur de chimique. Quelque chose entre les deux, qui vous donnait légèrement la nausée si tu restais trop longtemps. Les clients en parlaient tôt le matin au petit déjeuner, et Holmes avait toujours une explication. Des travaux récents, des canalisations en cours d'ajustement. Il souriait, il s'excusait, et tout le monde le croyait. Un homme nommé Robert Latimer était venu depuis l'Ohio pour voir l'exposition. Le 5e matin, il n'était plus là. Sa valise dans sa chambre, son portefeuille sur le lit, ses chaussures alignées près de la porte. Les gens disparaissent rarement en laissant leurs chaussures derrière eux. Holmes avait haussé les épaules. Il devait être pressé. La police de Chicago, débordée par 27 millions de visiteurs, avait pris note et était passée à autre chose. C'était le grand avantage de cette ville à cette époque. L'anonymat était absolu et les disparitions se noyaient dans le bruit. Minnie Williams, amoureuse de lui, avait signé ses terres du Texas à son nom. Elle avait écrit à sa sœur Nanny. « Il est tellement bon avec moi, parfois j'ai peur de ne pas mériter autant de bonté. » Nanny était venue rendre visite. Ni l'une ni l'autre n'avaient plus jamais été revues. C'est ça qui est particulièrement glacial, ces deux femmes qui ne se doutaient de rien, réunies dans l'hôtel et qui ont disparu ensemble. L'hôtel de Holmes, que les journaux appelleront plus tard le Murder Castle, le château du meurtre, comptait plus de 100 pièces sur 3 étages. Certaines chambres avaient des serrures qui ne s'ouvraient que de l'extérieur. Si tu étais à l'intérieur et que la porte se fermait, tu ne pouvais plus l'ouvrir. Les fenêtres étaient à condamner, les murs recouverts de plaques d'acier sous le plâtre, assez épaisses pour étouffer les cris. D'autres chambres avaient des tuyaux intégrés dans les murs, reliés au réseau de gaz de la ville. Holmes pouvait, depuis un panneau de contrôle dans sa chambre personnelle, injecter du gaz dans n'importe quelle pièce du bâtiment. En pleine nuit, pendant que les occupants dormaient, il était peut-être en train de lire, peut-être de fumer un cigare, et à quelques mètres de lui, séparé par 2 murs et un couloir, quelqu'un mourait sans comprendre pourquoi il n'arrivait plus à respirer. Il y avait des trappes dans les planchers, certaines menant directement à des conduits vers le sous-sol. Des corps pouvaient être déplacés sans traverser un seul couloir visible, sans croiser un seul témoin. Le sous-sol était l'endroit le plus important. C'est là que se trouvait le four crématoire, capable de réduire un corps humain en cendres en quelques heures, et les cuves d'acide pour dissoudre ce que le feu n'avait pas achevé. Et dans des recoins du sous-sol, dans la terre battue elle-même, des ossements, des fragments de squelettes, des dents. Holmes vendait des squelettes reconstitués à des facultés de médecine, expliquant qu'il les obtenait légalement. Personne ne posait trop de questions. Les facultés de l'époque n'étaient pas regardantes sur la provenance des spécimens anatomiques. Holmes exploitait cette zone grise à la perfection. Le point culminant, le moment où même les enquêteurs les plus endurcis ont dû sortir prendre l'air, c'est quand ils ont trouvé une pièce au sous-sol qui n'avait pas d'autre fonction identifiable qu'une chambre de torture. Une table avec des sangles en cuir fixées au bois. Un mécanisme conçu pour étirer un corps humain au-delà de ses limites naturelles. Holmes avait étudié la médecine, connaissait l'anatomie, savait exactement ce que le corps pouvait endurer et pendant combien de temps. Pendant tout ce temps, la Cité Blanche brillait à quelques kilomètres. Les visiteurs se promenaient dans ces allées illuminées, regardaient les feux d'artifice au-dessus du lac Michigan, écrivaient des cartes postales à leurs familles. Le progrès, la civilisation, l'avenir radieux de l'humanité. Et à 2 pas, dans un sous-sol qui sentait le gaz et quelque chose qu'on ne voulait pas identifier, Holmes descendait les marches avec une lanterne, tranquille, méthodique, dans sa maison. Holmes a finalement été arrêté en 1894, mais pas pour les meurtres, pour une arnaque à l'assurance. Il avait simulé la mort d'un associé pour toucher une prime,
et l'enquête avait fini par remonter jusqu'à lui. C'est seulement quand les enquêteurs ont commencé à creuser dans son passé que l'ampleur de ce qu'il avait fait a commencé à apparaître. Un enquêteur nommé Frank Geyer s'est mis à retrouver la trace des personnes disparues dans l'entourage de Holmes. Il a voyagé à travers plusieurs États, interrogeant des dizaines de témoins, épluchant des registres d'hôtels. C'était du travail de fourmi, épuisant. Et puis, à Indianapolis, à Toronto, dans d'autres villes où Holmes avait séjourné avec des enfants qui n'étaient pas les siens, Geyer a commencé à trouver des restes humains, dans des malles fermées, dans des caves, sous des planchers. Les enfants retrouvés à Toronto étaient Howard, Nellie et Alice Pitzel. Leur père Benjamin était un associé que Holmes avait tué pour toucher son assurance vie. Il avait ensuite récupéré les 3 enfants auprès de leur mère, en lui promettant de les conduire auprès de leur père, soi-disant cachés pour des raisons légales. Leur mère les avait laissés partir. Elle ne les reverrait jamais. Geyer a retrouvé Nellie et Alice dans une cave à Toronto, asphyxiées au gaz, leurs corps enterrés ensemble dans un espace si petit qu'elles étaient encore l'une contre l'autre. Howard avait été retrouvé ailleurs, démembré, avec des traces de brûlures. Holmes transportait ses enfants à travers le continent comme des bagages, écrivait des lettres rassurantes à leur mère entre 2 villes, souriait aux hôteliers, payait en espèces. Les chiffres officiels parlent de 9 victimes confirmées, mais les enquêteurs eux-mêmes ne le croyaient pas. Trop de gens avaient disparu dans son entourage sur trop longue période. Ses propres aveux mentionnaient 27 noms, mais il mentait dedans, avouant des meurtres que les enquêteurs pouvaient fort contredire, niant d'autres qui semblaient incontestables. Il continuait à jouer, même depuis sa cellule. Certains historiens ont avancé le chiffre de 200 victimes. Ce nombre est difficile à vérifier, mais pendant les 6 mois de l'exposition, des centaines de personnes déclarées disparues n'ont jamais été retrouvées ni mortes ni vivantes. Combien étaient repassés par l'hôtel Holmes? Personne ne le sait. Et ce vide, cette zone d'ombre massive, est l'une des raisons pour lesquelles l'histoire de Holmes ne ressemble à aucune autre. Dans ses dernières déclarations avant son exécution, Holmes a dit quelque chose qui a refroidi tous ceux qui l'ont entendu. Il a dit que son visage avait changé au fil des années, que ses traits s'étaient modifiés, qu'il ressemblait de moins en moins à un être humain ordinaire. Il a dit que c'était le signe que le diable avait pris possession de lui. C'était peut-être une tentative de plaider la folie, ou quelqu'un qui disait une vérité en sachant que ça ne changerait plus rien. Il a été pendu le 7 mai 1896 à Philadelphie. Il avait demandé et obtenu d'être enterré dans du béton. Il avait peur, disait-il, d'être exhumé et disséqué. L'homme qui avait vendu des squelettes à des facultés de médecine avait peur d'être disséqué. En 2017, sa dépouille a été exhumée pour confirmer son identité, car une théorie circulait qu'il aurait soudoyé son geôlier et substitué un autre corps. Les tests ADN ont confirmé que c'était bien lui. L'histoire de H.H. Holmes nous dit qu'un monstre ne ressemble pas à ce que l'imagination nous prédit. Il ne porte pas de cicatrices, il ne boite pas, il a les yeux bleus, il sourit, il porte vos valises, il vous souhaite une bonne nuit en refermant doucement la porte. Elle nous dit aussi que les conditions d'une société, le bruit, la foule, l'anonymat, la frénésie du progrès, créent des angles morts dans lesquels des choses inimaginables se produisent pendant des années. Combien de personnes ont senti quelque chose, ce malaise dont on n'arrive pas à trouver le nom, et ont décidé de ne pas en parler, de se dire que c'était leur imagination? La secrétaire qui confiait à son ami que son patron avait un regard étrange, les voisins qui trouvaient les odeurs bizarres. Le bâtiment a brûlé quelques mois après l'arrestation de Holmes, incendie criminel d'origine inconnue. On n'a jamais su qui avait mis le feu. Ces murs ne parlent plus, mais les questions, elles, n'ont pas brûlé. Combien était-il vraiment à descendre ces marches vers ce sous-sol éclairé à la lanterne? Et dans cette ville illuminée qui célébrait le meilleur de l'humanité, combien de personnes avaient-elles senti quelque chose, quelque part à un moment, et avaient choisi de regarder ailleurs, parce que c'était plus facile, parce que la Cité Blanche brillait si fort qu'elle aveuglait? L'exposition s'appelait « La Cité Blanche ». On venait de partout. On écrivait des cartes postales. On rentrait chez soi avec des souvenirs et des histoires de merveilles. Holmes, lui, habitait dans l'ombre juste à côté. Et le soir, il attendait que quelqu'un frappe à sa porte.